Soyez les bienvenus sur le plateau de 9h50 le matin, votre magazine quotidien, magazine du quotidien sur France 3 Paris Île-de-France. On a passé toute la semaine avec vous et le vendredi, c'est Best of, le meilleur de notre semaine. On vous a parlé de pollution numérique, on vous a parlé théâtre, coming out avec Francis Huster et Fanny Cotenson. On vous a fait découvrir aussi William Robert, l'une des plus grandes stars, des stars les plus prometteuses du VTT Freeride, plein d'autres choses encore. C'est parti pour le best-of avec du Julie Jacquard dedans, du Nicolas Deuil et du Raphaël Yem. Bonjour Inès Leonarduzzi, vous avez 30 ans et vous avez créé l'ONG Digital for the Planet. Vous œuvrez aussi pour l'entrepreneuriat au féminin, on en parlera. Vous êtes une bagarreuse et on adore ce genre de parcours avec deux immenses chantiers pour la planète en général. Digital for the Planet, c'est une initiative pour lutter contre la pollution numérique. Pour être honnête, il y a encore quelques jours, tous les trois, on ne savait pas ce qu'était la pollution numérique, qui n'est pas la pollution aux écrans. Alors, dites-nous en quelques mots, pour un chapeau, ce qu'est la pollution numérique. Alors la pollution numérique, elle va se définir surtout sous trois angles. La première, ce serait tout ce qui est la fabrication des devices, donc des appareils électroniques, qui nécessitent beaucoup de métaux rares. Et donc ça implique une énorme pollution qui a plusieurs parties. Dans la construction. Voilà. Absolument. Ensuite, il y a tout ce qui est les pratiques digitales au quotidien. Donc envoyer un email, les réseaux sociaux, le stockage dans le cloud, les serveurs, les requêtes sur les moteurs de recherche, tout ça, ça implique aussi de la pollution. Et puis dans un troisième temps, vous avez aussi la gestion des déchets électroniques, donc le e-waste, qui aujourd'hui n'est pas régi par des gouvernances particulières. Donc vous avez des énormes décharges en Asie ou en Afrique. Le métier de réduire à néant un appareil électronique pour en retirer de l'or ou du coltan est aujourd'hui devenu un des jobs les plus dangereux au monde, très radioactif, et puis c'est aussi dangereux pour la planète en général. Alors, juste quand on vous dit pollution numérique, il faut bien se rendre compte que c'est potentiellement le plus gros enjeu écologique à venir. C'est-à-dire que, Julie va donner les chiffres dans un instant, mais c'est vraiment une vague, une lame de fond qui va s'abattre. En fait, on a mené la première étude institutionnelle auprès des Français il y a quelques mois avec le cabinet Occurrence, et 77% des Français ne savaient pas de quoi il s'agissait. Mais en revanche, une fois qu'on leur explique, 91% d'entre eux estiment que c'est le prochain enjeu écologique mondial. Et en effet, aujourd'hui, donc les chiffres seront dits, mais tout se numérise, donc forcément tout se digitalise, pour le dire autrement. Donc forcément, le digital devient une des plus grosses pollutions au monde. Aujourd'hui, ça a dépassé l'industrie de l'aviation civile dans le monde. Ce qui est absolument incroyable, presque dingue à comprendre, quoi. Julie. Donc justement, pour comprendre de quoi on parle, on pense que surfer, c'est que du virtuel. Eh bien non, il faut, derrière nos écrans, il y a des data centers, vous en avez un petit peu parlé. Donc ce sont d'immenses, on va dire, fermes où il y a tous les serveurs et où sont stockées toutes les données. Et en France, ils consomment 10% de l'électricité. Juste en France, et au niveau mondial aussi, c'est la même chose. Alors, quelques gestes simples pour tenter de moins polluer. Il faut entre autres penser à faire du ménage dans sa boîte mail, parce que stocker 30 mails dans une boîte mail, c'est l'équivalent de consommer 1 heure d'électricité, enfin une ampoule allumée pendant 1 heure. Donc c'est aussi important. Et d'autant que 80% de nos mails ne sont jamais ouverts dans nos boîtes mail, donc on fait du ménage. Et chaque jour, 10 milliards de mails sont envoyés dans le monde. C'est l'équivalent de la production de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure. Ça c'est absolument dingue. Un chiffre comme ça, c'est impossible de ne pas être alerté, quoi. Oui, une fois qu'on les donne, les chiffres, ça alerte les gens, mais il n'y a pas de progrès sans mesure. Et vous avez une émission, je l'ai vue tout à l'heure sur l'écran, qui disait « Savoir pour comprendre », c'est exactement ça. On est dedans. Aujourd'hui, la consommation électrique dédiée au numérique dans le monde, c'est à peu près presque 20% de la consommation, de la production électrique mondiale. Donc c'est pire parce qu'on ne consomme pas tout ce qu'on produit. Non, mais il y a le savoir pour comprendre, et ensuite il y a le comprendre pour agir. C'est-à-dire que concrètement, l'impression que le champ est tellement vaste. Une fois qu'on le sait, est-ce que vous croyez qu'on va vraiment nettoyer ses mails, en envoyer moins, faire l'effort, y penser au quotidien en fait? C'est ça qui est dur. Alors,
C'est en sens où Digital for the Planet est une ONG, ensuite un laboratoire technologique, et puis on accompagne aussi des villes et des entreprises, mais c'est surtout un mouvement. Et pour faire naître un mouvement, il faut impliquer les gens. La meilleure façon de faire adhérer les gens à vos idées, c'est de faire en sorte qu'elles viennent d'eux. Donc c'est pour ça qu'on a énormément d'actions de plaidoyer. Mais au-delà d'annoncer des catastrophes, il faut aussi proposer des solutions. C'est aussi ce qu'on fait. Et puis il n'y a pas que les usages, il y a aussi la source d'énergie. Si elle est fossile, elle est nucléaire, ça pose un problème. Il faut qu'elle soit davantage propre. Donc les solutions doivent venir de part et d'autre. Alors justement, il y a quelques solutions qui sont testées, et notamment une dans le 13e arrondissement de Paris, une piscine qui chauffe en partie son bassin grâce à la chaleur déployée justement par des data centers. C'est le choix d'Anne Beaugrand. Elle est déjà plus que centenaire et pourtant elle est la toute première au monde à faire un si grand saut technologique. Son eau est maintenue à 27 degrés. L'idée est simple, utiliser la chaleur produite par ces ordinateurs. Installés juste en dessous de la piscine, ces 6 chaudières numériques fonctionnent comme un chauffage central. Vous voyez, ce disque dur en fonctionnement, il va émettre des calories. Et donc ces calories vont être absorbées par ce fluide jusqu'à la piscine. Dans l'eau, les nageurs de la butte aux Cailles croient déjà sentir la différence. En fait, l'énergie à produire pour réchauffer ces 2 bassins est telle que les chaudières numériques ne couvrent que 10% des besoins. C'est déjà une économie pour la ville, mais ce n'est pas le seul avantage. Une autre entreprise en bénéficie. Cette année, j'ai un super plan. Ces cartoons nécessitent des heures de calcul informatique très énergivores. Ils seront maintenant effectués sous la piscine et à moindre coût. D'ici 2020, Paris devrait compter 4 autres piscines réchauffées grâce à ces data centers. Le potentiel est gigantesque. Cela représente 8 milliards de téraoctets dans le monde. Ça fait partie des solutions à explorer, Inès. Est-ce que aussi ça passe par le lobbying et par la prise de conscience de ceux qui produisent, on parlait des réseaux sociaux, mais on pense à Facebook, Snapchat, Twitter, eux aussi doivent mettre la main à la pâte quelque part. Absolument. Dans peu de temps, je vais piloter une commission européenne sur le sujet de la circularité numérique et les GAFA. Alors ça veut dire quoi, la circularité numérique? La circularité numérique, ça veut dire comment, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est de la circularité. On a récupéré une chaleur qui est produite par du numérique et on s'en sert pour chauffer une entité qu'on aurait besoin de chauffer par ailleurs dans tous les cas. Donc, c'est pas écologique, mais c'est de la compensation. Et on évite d'en produire davantage alors qu'on peut réutiliser celle-ci. Ça, c'est circulaire. Et c'est comment aujourd'hui on peut faire bénéficier de tout l'écosystème numérique d'une logique circulaire afin de limiter les métaux rares qui servent à fabriquer les appareils. Mais ensuite, l'énergie qu'on produit, est-ce qu'on peut la réutiliser autrement que celle des data centers pour des piscines? On peut aussi chauffer des HLM l'hiver. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais effectivement, toutes les parties doivent être mises au centre de la conversation, et y compris les GAFA, les géants de la tech. Merci beaucoup. Merci. De ça et du reste, Inès Leonarduzzi, on vous renvoie à Digital for the Planet, et puis vous vous soutenez aussi pas mal de startups qui œuvrent dans ce sens-là, et on vous en reparlera dans 9h50 le matin. Soyez les bienvenus, Fanny Cotenson, Francis Huster. On est très heureux de vous recevoir tous les deux à l'affiche du Théâtre Antoine, pourvu qu'il soit heureux depuis la semaine dernière. Vous y incarnez les parents de Camille, 23 ans, que vous découvrez un beau matin, alors que vous êtes en week-end, tranquille, amoureux, à la une j'allais dire le titre, mais d'un magazine People, on va dire. Fanny, en couple avec un homme, et c'est une surprise pour vous, même si vous aviez des doutes. Une pièce écrite par Laurent Ruquier. Est-ce que ça vous va si je dis que le crédit de Laurent Ruquier apporte beaucoup à cette pièce et que c'est pour ça aussi que vous l'avez choisi, que vous avez plongé dans cette histoire? Qu'est-ce que vous entendez par crédit? Du fait que ce soit son histoire, on a la sensation... Du fait que Laurent soit homosexuel lui-même? Absolument. Vous pensez que ça apporte à la pièce c'est-à-dire que les gens y croient vraiment? Ça rend crédible le sujet? On a l'impression que la pièce est sincère? Non, je ne dis pas que la pièce ne serait pas sincère si Laurent Ruquier ou un autre auteur n'était pas homosexuel pour l'écrire. Oui. Ce que je dis, c'est que les mots
on a la sensation qu'ils ont été entendus et qu'ils sont peut-être plus proches de la vérité et ce en quoi, du coup, on plonge davantage dans cette pièce. Mais vous avez parfaitement raison. Non, moi aussi, mais pas du tout. Voilà. Tu sais que quand tu t'adresses à une rouquine, tu as toujours peur. C'est costaud, c'est lundi, quoi. Voilà. Non, c'est tout simplement que si la pièce est un très gros succès, et c'est totalement surprenant, parce qu'il a fallu se battre pendant 1 an pour que la pièce soit montée grâce à Jean-Marc Dumontet. Je ne le savais pas, mais bien sûr, parce que beaucoup de gens se disaient, on peut pas. Bien sûr, on n'est pas homophobe, mais bon, écoute, encore si c'était une comédie qui se prenne pas au sérieux, mais pas du tout. Ce qu'il y a de formidable et le grand pari, c'est pour ça qu'on remercie vraiment Steve Swissa d'avoir monté la pièce à l'américaine. C'est tout simplement que contrairement à l'habitude française où on n'est que dans la comédie ou alors que dans le drame, là, on est en Amérique. Ça veut dire que à l'américaine, les gens vraiment, vous l'avez vu, hurlent de rire pendant les deux premiers actes. Et puis tout d'un coup, au 3e acte, et c'est là, c'est pour ça, pour répondre à votre question, c'est là où on trouve la patte de Laurent, il a eu des triomphes tout le temps au théâtre et tout ça, mais tout le monde y allait en disant, ouais, c'est Ruquier, on va se marrer, c'est très bien. Et là, il y a tout d'un coup le dernier acte, un cœur qui s'ouvre, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous, on se dit, en tant qu'acteurs, et le public aussi dans la salle, c'est vrai. C'est quand même formidable d'avoir osé faire rire sur un sujet aussi douloureux. C'est pas facile d'être un jeune homosexuel aujourd'hui. Et oui, encore en 2000. Et ça rappelle, en fait. Et ça rappelle, bien de le rappeler, sous le sceau de la comédie. Et en effet, il y a un moment où on nous cueille. Et il est temps justement d'être cueilli. Ce qui est intéressant aussi dans la pièce, c'est qu'il n'y a pas un bon et un méchant. C'est-à-dire qu'il y a 2 actes en miroir où vous, le père, le prenez mal. Vous, la mère, le prenez mal pour bien d'autres raisons. Est-ce que c'est pour ça aussi que c'était intéressant pour vous? C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas manichéen, quoi. Bah, bien sûr. Le sujet, évidemment, nous intéressait à traiter. Et on a trouvé qu'il était super bien traité par Laurent Ruquier. Et puis, en prime, c'est vrai que c'est assez joyeux, puisqu'il y a 2 points de vue. Les 2 premières scènes, on est peut-être dans la tête du fils qui imagine ses parents découvrant la une du journal. Avec la mère qui le prend bien au départ et le père... très mal. Moyen. Très mal. Dans une quand même grande homophobie. Et la deuxième, la mère qui... souvent, ce qui est le cas, se culpabilise, dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté, et ben non. S'interroge sur elle plutôt que... Donc ça, c'est plutôt joyeux. Et puis la 3e scène où, ben non, t'as rien raté, tu sais pas de ta faute. C'est comme ça, c'est la vie, je suis blanc, je suis noir, je suis jaune, je suis homosexuel, je suis... Voilà. C'est là où justement le choix de ce jeune acteur qui débute sur scène, c'est vraiment pile dans la cible, parce qu'il est tellement beau, il est tellement crédible, qu'il ne joue pas d'une façon théâtrale. C'est pour ça que je salue Steve. Et puis aussi le décor, les lumières de Jacques Rouvérolis, le décor de Faux, les costumes. On est vraiment dans une pièce où on a l'impression d'être dans un Tennessee Williams presque. C'est-à-dire qu'on ose faire ce qu'on n'ose pas en France. C'est-à-dire ouvrir vraiment le cœur des gens et en les mettant à notre place. C'est-à-dire que les gens dans la salle... Vous l'avez vu, ça rigole, ils se disent j'aurais pu dire ça. D'ailleurs, sur comment vous ressentez certains des rires, ça va m'intéresser, mais d'abord on va en voir quand même un petit extrait. Une fois la découverte passée à la une de ce magazine People, il est temps bien sûr d'appeler Camille. Mais avec quel mot? Qu'est-ce qu'il faut lui dire au téléphone à Camille? Regardez. Non, c'est toi qui dois le faire. Allez, répète après moi. On t'aime tel que tu es, quels que soient tes goûts, tu restes notre fils. On a hâte de te voir et tu pourras venir à la maison avec ton ami si tu le souhaites. Allez, vas-y. On t'aime tel que tu es, quels que soient tes goûts. Tu restes notre fils. On a hâte de te voir. Tu pourras venir avec ton ami si tu le souhaites. Ah, c'est le répondeur. Ah, elle laisse un message. Oui, Camille, bonsoir, c'est papa. Je suis avec maman. On a lu le journal. Enfin, voici. Bon, pour maman,
Ça change rien, ça l'a pas trop surprise, quoi. Mais alors moi, oui, plutôt, bah oui. Bah, excuse-moi, comprends-moi, quoi. Bon, enfin, pour ta mère, c'est facile pour elle. Mais pour moi, enfin quoi, je t'ai amené sur des terrains de football, quoi. Et même qu'à 2 fois sur un circuit de Formule 1. Et t'avais l'air d'aimer ça. Je t'ai même amené au vestiaire. T'avais l'air d'aimer ça. Non, mais d'aimer les vestiaires, bonne raison. Bon, écoute, appelle-nous parce que ta mère fait des grands signes. C'est drôle et touchant et triste aussi. Est-ce que vous, le fait de jouer ce rôle, vous a fait changer, évoluer dans votre manière de voir les choses? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais est-ce que vous vous êtes dit, j'aurais pu réagir comme mon personnage? Mais bien sûr que j'aurais pu réagir comme mon personnage. Je suis comme tout le monde. Quelqu'un qui dit toujours, je me souviens, il y a 20 ans, quand on parlait du racisme, tout le monde disait, oh oui, mais moi je suis pas raciste. J'ai un ami noir. Si ma fille, si ma fille venait avec ton ami. Oui, c'est le sketch de Muriel Robin. Non, ce qui est formidable, c'est la crédibilité, justement. Oui. Et puis aussi, il le fait, et il le dit avec beaucoup de pudeur. Écoutez, on est encore condamné à mort. Parce que l'idée de cette pièce, c'est de se dire... On est condamné à mort par lapidation. L'homosexualité est condamnée à mort. Donc, je veux dire, une séquence où et justement, toutes les la force extraordinaire, c'est de dire que la meilleure façon de changer les choses, c'est justement le rire. Parce que quand tu ris, tu es complètement démuni. Et tu peux pas tu peux pas faire autrement que de tomber d'accord. Oui. Tu parlais par exemple d'avoir un fils homosexuel, mais aussi l'homosexualité féminine. C'est-à-dire, on a toujours considéré que parce qu'une femme était homosexuelle, tout d'un coup, ça devait être un bulldog, et voilà, oh, dis donc, ça veut dire quoi, ça? Et que les homosexuels hommes, c'est, oh, tu sais, mon chéri, je t'adore. Ça va. On est en 2018. Non, mais on doit maintenant, justement, c'est pour ça qu'on est vraiment heureux du succès de la pièce, c'est qu'il y a tous les publics. On voit des jeunes qui sont là et qui sont à la fois bouleversés et à la fois qui s'éclatent, quoi. Justement, pour répondre à la question de Nicolas, Fanny Cotenson, vous êtes interrogée vous-même de savoir quelle serait, en tant que femme, enfin voilà, outre l'actrice, votre réaction. Ouais. Je sais pas du tout en tant que maman, mais en tout cas, la pièce s'interroge vraiment sur comme on dit, on n'est pas homophobe, ils ont des amis homosexuels, etc. Et quand ça touche vraiment la chair de sa chair, il y a une angoisse. Il y a une angoisse qui vient, qui fait est-ce que mon fils ou ma fille se débrouillera bien dans la société je crois que la vraie question, c'est qu'il soit heureux. La vraie question. Et qu'il soit heureux, voilà. C'est qu'il soit heureux. Et donc, je trouve que c'est juste de la part de Laurent Ruquier d'avoir traité ça de ce point de vue vraiment d'une grande intimité. La vraie question, puisqu'on est là entre nous et que des millions de gens nous écoutent, c'est tout simplement qu'on a eu la lâcheté de laisser faire croire que l'homosexualité était une question de sexe. Ça veut dire que deux hommes et non pas d'amour. Or, l'homosexualité sont deux êtres, hommes ou femmes, qui s'aiment. Et on n'a pas le droit de condamner à mort l'amour. C'est une honte. Vous sentez une responsabilité en portant cette pièce? Oui. Ah oui, il y a des pièces où on se sent plus responsable que d'autres. Et là, en l'occurrence, oui, parce que quand même, ça dérange. Hein. Il y a beaucoup de rires. Vous sentez que ça dérange même. Est-ce qu'il y a des rires qui sont dérangeants? Moi, je trouve qu'il y a des rires... Parce qu'elles dérangent, justement. Oui, je pense, oui. Oui, je pense qu'il y a des rires qui sont un petit peu dérangeants. Aussi parce que c'est vrai qu'il y a des rires où les gens se retrouvent. Quand il dit une femme, par exemple, deux femmes ensemble, c'est beau. C'est vraiment la fantasmagorie masculine qu'on entend tout le temps. Bah oui, c'est vrai, deux femmes ensemble, c'est beau. Mais il y a une réflexion incroyable. Jean-Claude Hédinière, qui est un des plus grands producteurs, tourneurs de ce pays depuis des années, couvert de récompenses. Et Jean-Claude est venu à la fin et il nous a dit, écoute, le gars à côté de moi, il a pas arrêté d'hurler de rire. Moi, j'ai pas ri une seule fois. Et c'est un chef-d'œuvre. Oui, parce que lui était... J'étais bouleversé, je t'assure. Donc, il y a des gens qui le prennent des deux façons. Et par exemple, les publics de certains jours rient. Mais alors, s'éclatent incroyable. Par exemple, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi. Et le samedi, on sent déjà que la salle est entre les deux. Et le dimanche, les gens qui sont très touchés, puisque le dimanche, il y a beaucoup de gens qui sont plus âgés, etc. et tout, eux, ils sont bouleversés. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on rigole vraiment très fort. Parce que là, on parle de la
grande thématique de la pièce, mais vraiment, on rigole très fort. Et puis, moi, je me dis que si ça peut donner le courage à un ou une dans la salle, ou un parent, un peu plus de compréhension, vraiment. Et surtout, c'est servi par 2 interprétations. Et je n'oublie pas, pardon, Louis Le Barazer qui joue Camille, votre fils. Mais vous êtes absolument exceptionnel dans cette pièce. Vous y faites pour beaucoup. Nicolas, vous vouliez proposer une petite interview système. Ben oui, une petite interview. Vous allez tout nous dire. On y va, une petite interview coming out. Francis, sur quelle actrice avez-vous déjà fantasmé? Ça va vous faire du bien de sortir des choses. Toutes, mais alors pour... pas toutes. Non, mais toutes, évidemment. Oh mais bon, en ce moment, je trouve Jennifer Lawrence absolument extraordinaire. J'ai cru qu'il allait dire Fanny Cotenson. Franchement, mais alors... Il n'y a plus de saison, Fanny. Alors, je vous retourne la question aussi. Vous, sur quel acteur avez-vous fantasmé? Je ne vais pas dire Francis maintenant. Moi, c'est Al Pacino. Qui sera d'ailleurs... Vous avez vos places pour le théâtre de Paris? Non, 450 €. Jusqu'à 1 000 € d'ailleurs. Atroce. Au théâtre de Paris au mois d'octobre. De toute façon, je suis au théâtre. Mais allez voir cette pièce. Les tarifs sont plus abordables. Fanny, avez-vous déjà eu une expérience avec une femme? Oui, bien sûr. Oui. Oui, comme dans la pièce. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites. Ben voilà. Ben voilà, c'est fait. Mais ça m'a accueilli un peu du coup. Dis donc, quel buzz. C'est pas mon truc quand même. Francis, vous qui êtes vous me demandez même pas si moi j'ai eu une expérience. Attendez, j'arrive. Avec une femme. Non, avec une femme. Non, mais vous on m'a dit que vous écoutiez du Étienne Dao en buvant des kirs, donc vous êtes gay. Non, j'écoute pas Étienne Dao, même si je l'apprécie. Moi, le seul homme qui a été dans ma vie tout le temps, c'est Molière. Voilà. Plus compliqué pour boire un verre. Une question un peu provoque sur les clichés, parce que des clichés, il y en a beaucoup dans cette, enfin pas dans la pièce, mais dans l'écriture et la manière dont on ressent l'homosexualité. On est souvent dans les clichés. Mais les clichés, je les ai entendus malheureusement. J'ai une amie qui a appris l'homosexualité de sa fille et elle a fait qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive. Oui, c'est ça. C'est un cliché, mais en fait en même temps. Ce qui est très intéressant surtout, c'est que derrière on peut se poser la question, c'est-à-dire qu'on a beau se croire très ouvert et très au courant et sans problème, mais en effet, selon les situations personnelles, ça interroge un peu davantage. C'est au Théâtre Antoine. On y va, pourvu qu'il soit heureux, et ça vous rendra heureux de facto. Grande cause régionale 2018, le décrochage scolaire concerne 20 000 jeunes en Île-de-France. C'est l'un des signes les plus évidents de la déshérence de certains ados ou de jeunes adultes. Alors comment les remettre dans le droit chemin? Comment faire quand on est parent ou quand on est proche avant qu'ils ne fassent des bêtises? On avait envie de s'entretenir avec vous. Bienvenue Yazid Kerfi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur des Médiations Nomades, une association créée en 2012 qui a arpenté déjà 47 villes, 64 quartiers et qui a organisé presque 200 soirées de médiation. Vous arrivez avec votre camping-car et vous, en tant que personne, en tant qu'être humain, dans des quartiers, dans des places, à la rencontre de ces jeunes pour renouer le dialogue. C'est aussi simple que ça, entre guillemets, la médiation. Oui, d'abord, je pars d'un constat que le soir, dans les quartiers, à part les commissariats, il n'y a rien d'ouvert. Le problème des jeunes, c'est d'abord l'ennui. Plus les jeunes s'ennuient, plus ils auront tendance à faire des bêtises. Et donc, mon objectif, c'est de m'installer le soir, c'est-à-dire un camping-car, mais j'ai aussi un camion normal. Je mets des tables dehors, je fais du thé à la menthe, de la musique, des jeux de société. J'installe comme une terrasse de café et je m'installe à partir de 20h jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin pour recevoir des jeunes, mais aussi des adultes et recréer des espaces de parole. Parce que la parole, c'est plus fort que la violence. Il y a souvent de la violence parce qu'il n'y a pas de parole. Donc, il faut avant tout recréer des espaces de parole et retisser des liens avec des publics qu'on a parfois perdus, quoi. Vous êtes l'un des seuls à faire ça? Pour l'instant, oui, mais j'ai initié d'autres personnes. J'ai formé des gens. Par exemple, à Lyon, ils ont un camion, puis ils tournent sur les quartiers de la région lyonnaise. Alors justement, on va vous voir à l'œuvre. L'une des équipes de France 3 vous avez suivi. Et en effet, vous avez un très joli camion, bien tagué, avec de très beaux... Et puis, la bonbonne, enfin la théière de thé à la menthe. Regardez. J'arrive avec mon camping-car. Déjà, dans le camping-car, il y a des beaux dessins, il y a des graphes, il y a des mots importants. Il y a le mot respect, pouvoir d'agir, tolérance. Quand je me pose, je mets des tables dehors, je fais du thé à la menthe, je mets des jeux de société, je mets de la musique. J'essaie de créer une ambiance assez conviviale.
Au bout d'un moment, quand tu arrives en plein soir et puis il n'y a personne, il n'y a pas de lumière et autres, ceux qui sont dehors à ce moment-là ont tendance à venir. Il y a des publics qu'on n'arrive plus à toucher, qui ne vont plus vers les institutions. Donc si on est un service public, c'est à nous d'aller vers les autres. On peut dire le plan B ou autre chose. Donc s'ils ne viennent pas à nous, on va vers eux, quoi. Moi, je fais le tour des halls d'immeubles. En gros, c'est ça, c'est que vous essayez de reproduire ce qu'il y avait, on va dire, dans un autre temps qui existe d'ailleurs toujours en Italie, c'est la place de café, la place du village, la place de café où tout le monde se rencontre, tout le monde parle avec tout le monde, quelle que soit sa classe, quel que soit son quotidien. Tout à fait, oui, il faut recréer ce vivre ensemble. On a l'impression qu'on vit dans des mondes de plus en plus séparés. Les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les délinquants d'un côté, ceux qui réussissent de l'autre. Le vivre ensemble, c'est vraiment créer des rencontres entre les uns et les autres. La logique de guerre, c'est de séparer les uns les autres. La logique de paix, c'est se rapprocher. La richesse, c'est le mélange. Tout à fait, bien sûr. Qui vient vous voir? Pardon? Qui vient vous voir? Qui vient à votre rencontre? D'abord les jeunes du quartier. L'endroit est stratégique, on choisit des endroits où il y a des groupes de jeunes qui ne sont pas loin en même temps. On ne se met pas trop près pour pas trop gêner, mais on ne se met pas loin non plus. Et je demande aux professionnels de la ville d'être présents aussi le soir. Parce qu'après, moi, je pars. L'important, c'est qu'il y a des liens qui ont été retissés avec ces jeunes et les professionnels de la ville, y compris des élus, des habitants, pour retisser ce dialogue entre les uns et les autres. Il y a des adultes qui viennent vous voir, des parents? Oui, il y a quelques parents qui viennent en début de soirée, qui parlent de leurs difficultés, qu'ils n'arrivent plus à tenir leur enfant, qui ne comprennent pas certaines choses, qui ont peur de ces jeunes. Et puis les jeunes disent un petit peu la même chose sur la mairie, sur les travailleurs sociaux, sur la police, et choses comme ça. L'important, c'est d'écouter tout le monde. Et à la fin de la soirée, on a appris plein de choses sur la réalité de ce quartier. Et après, je rencontre les professionnels, je rencontre les élus, je dis voilà ce que j'ai entendu, voilà les problèmes qu'il y a, voilà ce qui risque d'arriver si ça continue comme ça. Par contre, derrière, voilà des pistes de propositions si vous voulez améliorer les choses. Vous donnez des clés aussi, donc concrètes, pour aider à évoluer et à améliorer la situation. Tout à fait, oui, parce que je suis un professionnel de... Et en si peu de temps, on arrive à... Pardon ? En si peu de temps, parce que vous restez une soirée ou vous revenez plusieurs fois? Le maximum, je fais 4 soirées, pas plus, quoi. Mais il y a un truc assez intéressant, c'est vous qui le dites, c'est que le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes. Oui. C'est-à-dire que ça part de là, ça part de l'entourage, des parents, des gens qu'on côtoie au quotidien. Oui. Vous leur parlez aussi à ces gens-là. Oui, mais pas que les parents, les politiques, ils ont une part de responsabilité, les travailleurs sociaux, les éducateurs, la police. Quand j'arrive dans un quartier, j'ai arrêté de regarder ce qu'on me demande de regarder, c'est-à-dire les groupes où sont les jeunes. Je dis, mais où sont les adultes ? C'est ça, c'est comme dans une famille, quand on voit des enfants qui se comportent mal, on ne va pas regarder les enfants, on regarde les parents. Et donc là, c'est pareil. Je trouve que la maison des jeunes, elle ferme à 18h. Oui, vous dites que ça c'est fonctionnalisé, c'est-à-dire que la maison des jeunes, il faut qu'elle soit ouverte. La police, ça ne sait pas parler aux jeunes, les élus sont très loin parfois de cette réalité. Il y a des demandes des jeunes qui ne sont pas répondues. Il y en a qui sortent de prison, ils sortent dans le même état qu'ils sont rentrés, sinon pire. Donc au bout d'un moment, j'interroge comment on travaille avec cette population-là pour essayer de faire bouger les choses. Et le soir, parce que c'est le soir qu'on fait des conneries. Aussi, oui, mais c'est parce qu'il y a de l'ennui, parce qu'il y a de l'oisiveté, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de l'angoisse. C'est là qu'il y a de la consommation de cannabis, les accidents de la route, les émeutes, les problèmes de la police. C'est souvent le soir, et à l'heure où il y a le plus de problèmes, les acteurs sociaux ne sont pas là. Alors, vous faites ça depuis longtemps? Depuis, j'en suis à la 6e année. 6e année. Est-ce que vous avez un constat sur les banlieues? Oh oui, j'ai un constat, j'en ai non, mais tous les jours. Depuis, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans, votre constat, c'est quoi? Il y en a de plus en plus de jeunes désœuvrés, c'est de plus en plus dur, la violence s'est accentuée. Il y a un processus de ghettoisation sur les quartiers, c'est que les acteurs sont en difficulté, c'est qu'on met moins d'argent dans la prévention et plus dans la sécurité, c'est qu'il y a beaucoup de chômage, c'est que la consommation de cannabis et d'alcool est beaucoup plus importante qu'avant, c'est que la violence s'est rajeunie, c'est que les parents sont parfois démunis, c'est qu'il n'y a pas forcément du travail, c'est qu'il y a de la pauvreté. Enfin, tous ces facteurs sont aussi importants, quoi. Vous avez dit trop de répression, pas assez de prévention. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vient d'annoncer un nouveau plan pour lutter contre la délinquance dans ces quartiers sensibles. Ça vous inspire quoi? J'apprécie pas ce point. La réponse, elle est toujours policière. Mais arrêtons de répondre à chaque fois qu'il y a un problème quelque part par la police. Ouvrons des locaux pour les jeunes, améliorons le niveau scolaire de ces jeunes et dont les parents, leurs difficultés qu'ils ont leurs enfants. À chaque fois qu'il y a des problèmes quelque part, on répond par la police. Ce n'est pas la police qui réglera les problèmes sur les quartiers, ce sont tous les acteurs et les habitants eux-mêmes. Ni la police ni les caméras. Oui, ils y participent, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Le prix d'une caméra, c'est 12 000 €. Vaut mieux un animateur ou un humain qui discute avec des jeunes que de mettre une caméra. Et c'est des choix politiques. Les politiques, ils préfèrent avoir des caméras que des humains. Alors que de l'autre côté, on a supprimé les éducateurs, on a fermé les maisons des jeunes et on répond. Vous savez, il y a encore pire. Moi, je suis du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Maintenant, on a un hélicoptère qui vole 3 fois par semaine au-dessus du quartier.
Qu'est-ce qu'on va résoudre avec un hélicoptère? Bientôt, on va se mettre sur la Lune pour regarder ce que font les jeunes en bas. Vous voyez, plus on doit être dans la proximité et plus on s'en éloigne. C'est pour ça que moi, j'ai une démarche contraire. Je vais exactement là où ils sont et je parle avec eux. Et justement, votre démarche, elle ne vient pas de nulle part. C'est le fruit d'un parcours. Vous l'avez dit, vous êtes de Mantes-la-Jolie, un parcours qui vous a amené à faire de la prison. Vous-même étiez délinquant. Bien sûr. Ça change aussi l'écoute qu'ont les jeunes vis-à-vis de vous, de connaître votre parcours. Quand on connaît, j'étais délinquant, aujourd'hui je suis professeur à l'université, j'ai plein de diplômes universitaires, c'est-à-dire que quand on a les deux côtés, quand on connaît ce côté-là, ce monde-là, puis qu'on connaît le monde d'aujourd'hui, eh ben, on est un peu plus légitime en même temps. C'est-à-dire que qui peut mieux parler de la délinquance que des anciens délinquants? Qui peut mieux parler de la prison que des anciens détenus? Et donc, mais de l'autre côté, j'ai des diplômes universitaires pour rallier pratique et théorie. Voilà, ce que vous racontez aussi, et notamment à l'occasion de cette conférence TEDx que vous avez donnée, c'est ce parcours, un déclic à un moment, au sortir de la prison, vous êtes menacé d'expulsion. Et là, ce sont des habitants de Mantes-la-Jolie qui vous connaissent au quotidien, qui disent non, il ne faut pas le renvoyer chez lui parce qu'il est super, il a beaucoup de qualités, misons sur ses qualités plutôt que de l'enfoncer dans ses défauts et dans ses conneries. C'est ça l'histoire. Oui, ce qui m'a changé, d'abord le maire lui-même est venu à la barre, il m'a dit je suis prêt à l'héberger en sortant de prison. Parce qu'on a voulu m'expulser du territoire, parce qu'on m'a dit que j'étais une personne irrécupérable. Regardez ici, je suis là, Oui, d'un côté, je suis récupérable politiquement. C'est pas gagné. Oui, non, mais c'est toujours pas gagné. C'est que pour une fois, à 31 ans, les gens ont plutôt regardé mes qualités que mes défauts. Avant, les gens ne regardaient que mes défauts. Un bon à rien dans la famille, un nul à l'école, les policiers me traitaient de racaille. Donc, je me suis comporté de cette manière. Le jour où les gens ont plutôt regardé mes qualités que mes défauts, parce qu'on a tous plus de qualités que de défauts, ça m'a beaucoup changé. Alors, vous l'avez vu, aujourd'hui, Raphaël Yem est à Villetaneuse, dans une ferme qui emploie, entre guillemets, tous ces jeunes ou moins jeunes, condamnés à des travaux d'intérêt généraux et à qui l'on confie justement des tâches liées à la terre pour retrouver une forme d'humanité et puis surtout occuper ses mains aussi, se sentir utile. Raphaël, vous avez entendu tout ce qui se dit en plateau aux côtés de Yazid Kerfi. Forcément, ça fait écho avec ce qui se passe tout autour de vous. C'était aussi le fruit de votre venue aujourd'hui. Totalement. Je rappelle, on est à Villetaneuse, dans cette ferme qui fait de l'insertion, de la réinsertion, de la prévention également. D'ailleurs, Tige travaille d'intérêt général, puisqu'on travaille pour l'intérêt général. Je suis avec Julien, qui est là, qui est le trésorier de cette association. Ça va, Julien? Oui, bonjour. À l'instant, Yazid Kerfi, qui est en plateau, que je connais bien. Yazid, je t'embrasse d'ailleurs, il fait un super boulot. Yazid disait, il vaut mieux avoir des animateurs, des encadrants, que des caméras de surveillance, de vidéosurveillance. Disons que les caméras ne servent pas à grand-chose, éventuellement a posteriori oui. Nous, ce qu'on fait ici, c'est un travail justement pour intervenir avant qu'il y ait des problèmes sur deux types de populations, à la fois un public scolaire, les enfants et tout autour, les enfants des quartiers, qui viennent découvrir ou redécouvrir les animaux, et puis aussi les personnes qui ont franchi un peu la ligne jaune, qui sont condamnées donc à des heures, donc les tiges, et qui viennent à la ferme pour faire leurs heures et pour découvrir aussi les animaux, prendre soin des animaux et une découverte des métiers. Voilà. Et puis on se dit aussi que quelque part, puisqu'ils sont condamnés par la justice, pendant qu'ils sont ici, ils sont pas en prison, quoi. Oui, alors on peut aussi pas parler sur le plan économique. Ça coûte beaucoup moins cher de faire des tiges, de faire venir les jeunes ici à la ferme que de les envoyer en prison. La prison, 100 € la journée. La ferme, c'est beaucoup moins cher pour l'État. C'est ce que ça coûte à la collectivité, 100 € la journée la prison. Ouais. Oui, tout à fait. Entre 90 et 110 €. Vous venez de voir Matar, qui est un des encadrants qui passe, et pendant ce temps-là, il y a une biquette qui est en train de manger le fil de la caméra. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est dangereux, c'est dangereux la nature. C'est une ferme urbaine, mais avant c'était quoi? Alors ici, on est sur une ancienne friche de l'université Paris 13 qui nous a mis le terrain à disposition et on a tout transformé. Avant, c'était que des ronces, que des mauvaises herbes. On a tout construit et c'est devenu, alors pas une ferme urbaine, mais une ferme pédagogique. Une ferme pédagogique. Regardez, la caméra va bouger un petit peu pour vous montrer un petit peu ce qui se passe par là. On est un établissement, donc ça est très réglementé. Vous pouvez voir qu'il y a des boucles d'oreilles sur les chefs parce que tout est enregistré, tout est aux normes, mais on ne produit pas. On est là en fait pour faire découvrir et pour sensibiliser à la biodiversité, à la préservation de l'environnement. Donc il y a des animateurs, des encadrants et aussi, donc on l'a dit, des jeunes qui sont en tige, donc travail d'intérêt général. Ça se passe comment? Plutôt bien ou il y a des soucis? Non, ça se passe très très bien, on n'a aucun problème. Il y a un mélange des publics ici qui est assez incroyable. Vous pouvez venir pendant une journée où il va y avoir les salariés, les gens en service civique, il va y avoir les bénévoles, il va y avoir le public scolaire, plus les personnes en tige qui viennent faire leurs heures. Et en plus, on fait des journées de solidarité entreprise, donc il va y avoir aussi une vingtaine de cadres de la BNP et tout ce monde-là se mélange sans aucun problème.
Eh bien, c'était en effet en écho à ce que vous disiez, Yazid Kerfi, hyper intéressant. On va vous retrouver bien sûr tout au long de ce 9h50 le matin, Rafale. En fait, vous faites tous le même constat, ceux qui êtes sur le terrain. C'est-à-dire qu'en se parlant, en s'occupant des autres aussi, là en s'occupant d'animaux, mais en s'occupant des autres, on reprend aussi confiance en soi et on remise sur une forme de cercle vertueux. Bien sûr, il faut miser sur l'humain, quoi. Moi, je crois en l'humain, je ne crois pas à la technologie qui ne répond pas forcément, mais à l'humain en même temps. C'est-à-dire chercher le bon chez les gens en même temps, puis recréer cet espace de parole, donner la parole à ces personnes qui puissent dire, y compris leur colère qu'ils ont à l'intérieur d'eux, quoi. Vous dites que la prison aussi, finalement, on en ressort encore plus broyé que ça n'a aucun bénéfice. Ça dépend des ailes. Il y a des personnes qui en sortent mieux, qui ont appris à lire et écrire, qui ont eu des formations, puis aussi beaucoup, parce qu'on ne met pas aussi beaucoup de moyens à ce niveau-là. Donc la prison, c'est comme un congélateur, tu en sors à peu près dans le même état que tu es rentré, quoi. Alors aujourd'hui, vous allez au-devant donc, de jeunes, de moins jeunes, de parents, etc. Mais il vous faut une autorisation pour vous installer, oui, évidemment. Oui. Et vous dites, mais en fait, moi, je suis comme un médecin urgentiste, je suis comme un pompier, j'arrive dans des situations un peu de crise. Il faudrait que j'ai un pass pour débarquer comme ça, où bon me semble et quand bon me semble. Il y a un gyrophare sur mon camion, j'aimerais bien qu'on me donne... Oui, parce que pour m'installer sur l'espace public, il faut une autorisation municipale. Donc, je ne peux y aller que dans les villes où le maire est d'accord. Et donc, si le maire m'accueille, c'est qu'il accepte de se remettre en cause et qu'il a besoin d'aide. Il y a des villes qu'on ne demande pas. Il a déjà entamé cette démarche intellectuelle, déjà en tout cas. Donc, je rencontre toujours les professionnels et puis on décide exactement l'endroit où je me mets, quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'être assez entendu, ça je pense avoir la réponse, mais de plus en plus entendu justement par les pouvoirs publics sur les politiques de la ville? Oui, je suis entendu, je suis bien soutenu par l'État, hein, Julien Denormandie, le CGET qui me soutient, donc je suis bien financé à ce niveau-là. J'aimerais être davantage entendu plus haut au niveau du gouvernement. Arrêtons de répondre toujours plus de policiers, plus de caméras, plus de prisons. Et de l'autre côté, on ne parle pas plus d'éducateurs, plus de gens bienveillants. D'autant que hier, on recevait Lydia Bouchardon de Passeport pour l'emploi, qui disait qu'il y avait des besoins, notamment d'emploi et d'employés dans les métiers de la sécurité. Un ancien délinquant ou quelqu'un qui commence à faire des bêtises pourrait devenir un très bon éducateur, non? Bah, tout à fait, oui. Le problème, c'est que c'est la loi qu'il faut revoir. Quand tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas devenir éducateur. Alors que moi, je travaille dans plein de prisons en France. Je suis intervenant. Je suis la personne qui l'a plus demandé à l'heure actuelle dans les prisons françaises. C'est pour ça qu'on est très chanceux de vous avoir. Merci la pénitentiaire. Il y a des gens extrêmement intelligents, mais à cause du cas judiciaire, ils ne pourront pas faire ce boulot. Ils ont les compétences et tout, il leur manque. Mais vous voyez, au bout d'un moment, il faut peut-être changer les lois en même temps. Donc, moi, j'interviens en prison. Moi, je suis bon dans les quartiers aussi parce que j'ai ce passé-là en même temps. Donc, je ne suis pas tout seul. Donc, il y en a plein comme moi qui seront capables de le faire, à condition qu'on leur donne cette possibilité de pouvoir le faire, quoi. Ah, j'espère que votre appel sera entendu. Merci beaucoup de votre venue, Yazid Kerfi. Pour connaître l'intégralité, ou en tout cas une partie de votre parcours un peu plus longuement, aux éditions La Découverte, Guerrier non violent, mon combat pour les quartiers. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci et surtout de votre engagement qui fait du bien en ce mercredi matin. Bienvenue à vous, William Robert. Je vais vous présenter dans un instant, mais bienvenue aussi à Emmanuel Tixier, le patron du site France 3 Paris-Île-de-France et spécialiste pour nous des questions 3.0. William Robert, dans le game du ride, votre surnom c'est Oui Oui. Et oui, c'est ça. Hein. Vous avez 25 ans, vous êtes l'un des grands talents de l'Île-de-France. Vous vivez près d'Étampes dans l'Essonne et vous faites du mountain bike, autrement dit du VTT freeride. Vous êtes si fort que c'est devenu votre activité à plein temps depuis janvier 2018. Expliquez-nous déjà ce qu'est la discipline du VTT freeride. Bah, en gros, la discipline freeride, c'est un petit peu comme le ski freeride. C'est vraiment... de rouler un petit peu libre et en fait moi... Hors des sentiers battus en fait. Voilà, c'est ça. Et moi, ma discipline, ça consiste à faire un peu comme du freestyle mais avec un gros vélo en fait. Et parce qu'il y a différentes disciplines, il y a le slopestyle. Le slopestyle qui se fait avec un vélo plus petit. Et pour faire des figures, du coup, moi, c'est la même chose, mais avec un gros vélo, en fait. C'est un peu ça, quoi. Alors, justement, votre défi, j'ai oublié de le préciser, ça sera de nous expliquer votre discipline sans tous les barbarismes, là, tous ces mots complètement étranges pour celui qui n'est pas dans votre discipline. Une passion qui vous est venue depuis tout petit, grâce à un copain, un voisin, c'est ça, qui lui faisait du motocross? Voilà, c'est ça, mon voisin qui a toujours fait du motocross, qui est même devenu champion du monde en 2012.
Et donc, nous, on faisait du vélo ensemble, en fait, le soir après l'école. Et moi, c'est resté comme ça. Un coup de bol qu'il fasse pas de natation synchronisée. Je sais pas si j'aurais suivi. Ah, on sait jamais. Hein. Peut-être, je sais pas. Mais au point de faire, voilà, vous-même, vos petits monticules, de vous fabriquer des obstacles, entre guillemets. C'est ça. En fait, c'est un peu ça, le freeride. C'est de construire soi-même ces pistes, en fait. Voilà, c'est pas du bike park en montagne. C'est vraiment de fabriquer ses propres lignes pour faire du vélo. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes plutôt doué. On a une vidéo de vous où vous êtes amusé à faire du VTT freeride à Montmartre. C'est ça, exactement. Où il y a quelques petites marches et voici ce que ça donne. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Alors vous disiez que vous ne faisiez pas de figure, mais quand même on ne vous voit pas que les deux roues sur les marches. Ça c'est impressionnant hein, quand même. En fait ça vous amuse, c'est un défi, c'est de l'ordre sportif. Qu'est-ce qu'il y a dans cette discipline qui vous fait vibrer à ce point? Je pense que c'est l'adrénaline et puis moi ce que j'aime vraiment c'est justement prendre les sauts en vélo et passer du temps en fait dans les airs avec le vélo ou bien la tête en bas ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça que j'aime vraiment dans ma discipline. On n'est pas sur un petit vélib. Ah, mais vous vous mettez en danger quand même. Ouais, énormément. Je pense que c'est un peu le risque aussi du sport, quoi. C'est aussi ce qu'on aime, c'est le danger. Et c'est ça qui repousse en fait à chaque fois nos limites, quoi. Sur la vidéo, là, il y a eu évidemment repérage. Ouais. Parce qu'il y a sur les escaliers, il ne faut pas qu'il y ait des autorisations avec la police. Ça s'est passé comment? Normalement, c'est plutôt interdit. Hein. C'est ça. C'est ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a plusieurs personnes aussi qui sont là justement pour sécuriser les lieux et notamment les policiers à qui je passe juste à côté ont été là aussi inclus dans la vidéo. Ils sont restés là avec nous. Toute la journée justement pour pouvoir filmer. Là, il y a une caméra embarquée, soit sur le vélo ou sur le casque. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous le fait que tout le monde ait une petite caméra embarquée maintenant, qu'on puisse s'en servir? Il y a eu les drones, il y a eu plein de choses. Vous devenez en fait votre média tout seul à part entière. C'est ça. Vous filmez, vous montez et vous postez vos vidéos. C'est ça. En fait, c'est des angles de vue différents pour les gens qui nous suivent ou même les gens extérieurs qui ne connaissent pas vraiment la discipline et qui peuvent se rendre compte en fait. De la folie, que c'est, parce que là, on voit faire un salto en montagne. Je le disais depuis 2018, depuis cette année, donc vous pouvez en vivre, c'est-à-dire que, en tout cas, vous avez des sponsors qui vous permettent de ne faire que ça. Vous êtes l'un des rares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement multiplier ce nombre de vidéos, les faire de plus en plus folles, prendre de plus en plus de risques. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Je pense que c'est déjà trouver des vidéos originales par rapport à tout ce qu'il y a, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, c'est tellement compliqué. De se démarquer, en fait. De se démarquer, en fait. Ce qui marche énormément, c'est les vidéos virales. Donc quand on fait une vidéo qui coûte énormément de budget, c'est pas forcément elle qui va marcher le mieux. Mais pour les sponsors, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Et puis, c'est différent, en fait, pour les gens, je pense. C'est-à-dire que ces vidéos-là font partie maintenant de votre métier. En fait. Voilà, c'est ça. Moi, c'est vraiment la base de ma discipline, c'est vraiment de faire de la vidéo en fait. Alors, pas de présence aux Jeux Olympiques, pas de championnat du monde. Le grand temps fort du VTT Freeride, c'est le Rampage dans l'Utah. 21 athlètes seulement peuvent y participer. Après, c'est un système de passes et de wildcard. Aujourd'hui, vous êtes deuxième, c'est ça, sur la liste d'attente. Ouais. Racontez-nous ce qu'est cette épreuve-là, parce qu'elle est particulièrement magique et en tout cas forte en images. Avant tout, c'est déjà la plus grande compétition dans le freeride. C'est l'une des seules, parce que nous, en tant que freerider, on n'a pas énormément de compétition. Donc c'est vraiment la plus grosse et je pense... C'est la plus mythique. Voilà, c'est ça. Déjà, le cadre est incroyable. Tous les pilotes de freeride veulent aller là-bas. Mais c'est vraiment très compliqué de se faire inviter.
parce que mine de rien, c'est quand même très dangereux, donc forcément, c'est pas n'importe qui va là-bas. Mais ouais, c'est vraiment le but. En quoi c'est encore plus dangereux que ce que vous faites habituellement? Parce que en fait, cette compétition consiste à créer sa propre ligne pendant une semaine et ensuite de la rouler pendant la compétition. Mais c'est la ligne, il faut dire, c'est la ligne que vous allez emprunter ça, pour du haut jusqu'en bas. Comment vous faites le repérage dans ces cas-là? À vélo, Non, tout se fait à pied en fait, et après tout se construit à la main à l'aide de 2 personnes. Donc ouais, c'est énormément de travail, mais c'est très dangereux aussi. Mais ouais. Et vous avez un sourire quand vous dites ça, ça fait partie du plaisir en fait, votre mise en danger. Bah, je pense que c'est un peu ça, ouais. Et puis, je pense que c'est vraiment un honneur, enfin, pas un honneur, mais vraiment d'être content d'arriver en bas et d'avoir fait sa propre ligne, de l'avoir creusée, d'être arrivé en bas, de tout ce qu'on voulait faire entier. En fait. Voilà, alors, surtout. Tout a commencé à Étampes, parce qu'avant d'arriver au Rampage, vous êtes entraîné à Étampes et en Île-de-France. C'était où vos terrains de jeu, ici, là, dans la... Notamment à Cheptainville, qui est dans le 91, et c'est un petit peu mon terrain de jeu depuis que je suis petit. Mais sinon... il y a de quoi faire pour un gamin qui débute le VTT aujourd'hui, qui a envie de se lancer. Pas besoin d'aller tout de suite non, forcément, mais on peut commencer à... C'est ça, en fait. On peut commencer là, mais après, forcément, si on veut plus de niveau et plus de difficultés, il faut commencer à essayer de voyager un peu, parce que notre région, elle est quand même assez limitée. On n'a pas énormément de montagnes, donc c'est quand même assez dur de trouver quoi faire. Donc ouais, le mieux c'est d'essayer de bouger. Alors moi je vais vous donner, vous me dites si vous connaissez, je vous donne 3 petits parcours en Île-de-France que j'ai repérés. Un premier assez facile, c'est dans les Yvelines, c'est Bois-Saint-Léger. Il y a des espaces forestiers évidemment, des vallons, c'est 3 km de boucle. Et on arrive jusqu'à une base de loisirs, c'est un parcours assez facile, on peut y aller en famille. Oui. Vous connaissez ? Pas du tout. Pas du tout. Voyez, on en apprend des trucs dans cette émission. Un parcours un peu plus compliqué pour les VTTistes de niveau moyen, c'est du côté de Dourdan. Ça vous dit rien? Je connais la ville, mais après, vous n'avez pas raidé là-bas. Donc on se balade entre les chênes centenaires, les châtaigniers, on sillonne, on passe dans une ancienne forêt royale. C'est très beau, c'est 1683 hectares, donc il y a de quoi faire. Et la boucle fait 18 km 4. Et puis enfin un parcours alors plus compliqué, celui-là vous devez connaître, c'est Fontainebleau. Sa forêt est mythique et évidemment ses rochers, beaucoup plus technique. Après c'est des parcours vraiment de vélo. On va dire un peu balade. Ouais, mais alors Fontainebleau, il y a quand même des descentes un peu cassantes, un peu plus techniques. Il y a des virages, non? Je vais là-bas de temps en temps, pour faire un peu de vélo, mais. Et puis sinon, si vous voulez, il y a un petit parcours VTT en Île-de-France. C'est un petit bouquin qui coûte 19 €. Ça vaut le coup et vous saurez tout là-dessus. Il y a plein de trucs à faire. Très bien, merci pour ces bons plans. On va prendre rendez-vous pour ce week-end. Vous le disiez, les vidéos se multiplient désormais sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment difficile. Justement, Manu Tixier, vous avez eu envie de vous plonger dans ce qu'on pouvait trouver, mais spécial Paris et Île-de-France. Spécial Paris, Île-de-France, les premières vidéos les plus folles. En fait. Les vidéos les plus folles, elles ne remontent pas à William Robert, même si elles sont exceptionnelles. Devinez de quand date la première vidéo, en tout cas la plus célèbre, de vidéo de sport extrême. De sport extrême, bon, je dirais les années 90. Ah non, moi je dirais avant. 1900. La vidéo non, mais à partir du moment où on a essayé de voler. Alors quand je dis vidéo, oui, si, c'est ça. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. On s'en approche. Non, c'est 1900. Allez, je vous donne la réponse. C'est 1912. On va dire que c'est du base jump avant l'heure. C'est pas une image qui est très amusante, à vrai dire. Depuis le premier étage de la Tour Eiffel, ça s'est mal terminé pour Franz Reichelt, qui a sauté avec un costume parachute fait main. Et il est mort. C'est le fait main. Ouais. Il est mort après avoir fait une chute de près de 60 mètres devant une foule de curieux. Voilà, donc ça c'était pour plomber l'ambiance. Et les prémices du wingsuit. Super, voilà, exactement. Voilà, donc on va passer des images un peu plus amusantes maintenant. S'il vous plaît, oui. Voilà, dans le quartier d'affaires de la Défense, avec des base jumpers qui en ont fait leur véritable terrain de jeu, des images assez époustouflantes. On voit ici un athlète qui saute du haut de la tour Défense 2000. On est à 134 mètres de haut. C'est un immeuble d'habitation
Alors c'est pas tout à fait autorisé, c'est pas non plus interdit de faire ça. En fait, il n'y a pas vraiment de réglementation, il y a un peu un vide juridique. Et là, ce sont des base jumpers qui sont visiblement très aguerris, mais qui prennent la fuite. En tout cas, de la Tour Eiffel, c'est interdit. Ah, de la Tour Eiffel, c'est interdit. Ouais. Formellement interdit. Ouais, c'est formellement interdit. Ceux qui le font, en général, viennent, rentrent, dorment là-bas, se cachent la nuit et sautent au petit matin. Exactement. Mais à pas faire. On sent le vécu. À pas faire. Ouais, exactement. On sent le vécu. C'est des idées de défi, non? Le base jump ou... Non, ça c'est quelque chose que je suis pas spécialement fan. Enfin, c'est encore une autre adrénaline pour moi, je pense. Ouais, mais je te trouve pas tellement casse-cou. Quand même un peu... Bon, et là, vous nous immergez à présent. Ouais, je vous immerge avec des images tournées à l'Aqua Boulevard de Paris. Bon, c'est ouais, plus comme simple. ça fait pas rêver. Non, ouais, comme ça fait pas rêver. Mais ça fait en des fait... belles images, en fait. C'est assez sympa à regarder quand on voit ça. C'est tourné avec... C'est très esthétique, ouais. C'est tourné avec une petite caméra à la main. On va pas citer la marque. Ouais. Et voilà, donc c'est très beau. C'est très sympa avec en fait, les bulles là. Bah oui, ils sont dans les gros tunnels. Ouais, exactement, le gros tunnel. Et ça fait quand même 30 000 vues sur YouTube. Ah oui, donc c'est beaucoup. Il y a quand même des gens qui regardent, enfin dont moi d'ailleurs. Ah mais pour nous, seulement pour nous. Et puis, dernière vidéo. Et je voulais terminer avec une vidéo qui a vraiment cartonné, qui a fait 65 millions de vues sur le réseau social YouTube. C'est énorme. Et elle est très très belle. Il s'agit d'adeptes du parcours, cette discipline donc, qui consiste à évoluer en ville, quels que soient les obstacles. En mode Yamakasi, quoi. Exactement, Yamakasi, ouais. Ils ont rejoué les scènes du célèbre jeu vidéo Assassin's Creed. Une folle course en ville sur les toits de la capitale. Ça ressemble plus à votre discipline, en fait, William Robert. Sauf qu'il n'y a pas de vélo, mais en gros, c'est ça, c'est utiliser l'environnement naturel. C'est un peu comme du freeride, c'est naturel, c'est ça. C'est impressionnant, ça. Sauf que vous ne vous baladez pas costumé, et de ça, on peut vous remercier également. Voilà, en tout cas, c'est très beau. Ça se passe de commentaires. Moi. Ah bah super. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà pour le tout meilleur de notre semaine dans 9h50 le matin. On a trouvé ça comment, Nicolas, Julie? Belle semaine, on a appris plein de choses. Moi, j'ai rencontré Fanny Cotenson. Si tu veux, tout peut s'arrêter à partir de maintenant. Ah bah oui. Et puis, on a pris plaisir à partager plein d'émotions aussi avec Raphaël Yem, qu'on va retrouver bien sûr dès lundi, Raphaël. Ah bah je suis peut-être déjà à la Courneuve, je suis peut-être déjà avec les bergers, puisque c'est ça qu'on va faire lundi, on sera avec les bergers urbains de la Courneuve. Ça va plutôt être original aussi ça. Hein. Ah bah original, et puis on vous attend dans le rôle du berger. On est sûr que ça va être fantastique. En tout cas, c'était un grand plaisir de passer cette semaine avec vous. On va se retrouver bien sûr lundi dès 9h50 pour une toute nouvelle semaine d'actualité du quotidien dédiée à Paris et à l'Île-de-France. On est les seuls à faire ça, alors venez donc. Très belle journée. Votre programme avec Rénoval, réseau national de vérandas et abris de piscine. C'était votre émission avec Godin, spécialiste des appareils de chauffage depuis 1840.